Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier mardi à sa résidence la Riviera Golfe Mohamed Saleh Hanadif, le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le ministre tchadien est venu rencontrer le chef de l'État afin de bénéficier de ses conseils en vue d'une transition réussie au Tchad. On en parle dans cette édition avec notre reporter Jérôme Kofi Aboula. Le soutien matériel et financier du gouvernement aux populations de la commune de Port-Bouët qui ont connu des jours difficiles suite aux inondations causées par la dernière saison des pluies. 1252 familles ont reçu des dons en vivres et en accompagnement numéraire estimés à plus de 22 millions de francs CFA de la part du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, s'est exprimé hier mardi pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite face à Lula au second tour de la présidentielle dimanche dernier. Il s'est engagé à respecter la Constitution en tant que président du Brésil, mais sans reconnaître la victoire de son rival. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier mardi à sa résidence la Riviera Golfe Mohamed Saleh Hanadif, le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le ministre tchadien est venu rencontrer le chef de l'État, Alassane Ouattara, afin de bénéficier de ses conseils en vue d'une transition réussie au Tchad. Jérôme Kofi Aboula nous en parle. Pour une transition réussie au Tchad, les autorités tchadiennes comptent sur le soutien de la Côte d'Ivoire. Présent sur les bords de la lagune ébriée, le ministre tchadien des Affaires étrangères a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a été pour lui l'occasion d'évoquer avec le chef de l'État ivoirien l'accompagnement de la Côte d'Ivoire devant permettre au Tchad d'organiser des élections libres et apaisées. Vous savez que le Tchad est en période de transition. Elle demande beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Et nous avons échangé autour des défis que nous aurons à faire. Le président Ouattara m'a promis, comme toujours, son accompagnement, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour que cette transition au Tchad puisse réussir et que nous ayons vers des élections apaisées et qu'un pouvoir civil s'installera au Tchad. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été pendant 7 ans représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali et pendant 2 ans comme représentant des pays de la CEDEAO et du Sahel. Direction le Maroc, présent à Marrakech, au Maroc, dans le cadre de la réunion régionale du partenariat pour un gouvernement ouvert. Les présidents des assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Sénégal ont eu des échanges qui ont porté sur leur engagement commun à renforcer la coopération parlementaire ivoiro-sénégalaise. Adama Bictogo et Amadou Amam Diop prévoient à cet effet de conclure dans les prochains mois un mémorandum d'entente envoyé spécialement à Marrakech, Mahama Traoré et Adama Sangara. Adama Bictogo et Amadou Mame Diop. Ces deux hommes dirigent respectivement depuis peu les assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Comme leurs prédécesseurs, ils ont la volonté commune de marcher dans les sillons de la longue relation d'amitié et de coopération qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Sujet largement évoqué lors de cet entretien à Marrakech, au Maroc, en marge des travaux de la réunion régionale du partenariat pour un gouvernement ouvert. Nous nous inscrivons entre nos deux pays sur cette dynamique de redevabilité, de transparence, de participation citoyenne. Et je pense que c'était très important parce que nos deux pays travaillent à atteindre ces objectifs-là et mettons ensemble des instruments au niveau de l'UEMOA. Et donc c'était important d'échanger et comme les parlements jouent un rôle essentiel, il était tout à fait normal de partager nos points de vue. Félicitant son homologue sénégalais pour son élection à la mi-septembre dernier, Adama Bictogo entend bâtir avec l'institution jumelle du Sénégal un pilier solide de cette coopération bilatérale. Nous avons échangé sur les défis qui se dressent devant nous. Défis de crise énergétique, défis de l'insécurité alimentaire, défis du dérèglement climatique, défi de la formation professionnelle de nos jeunes. Nous avons considéré tous les deux que l'axe Dakar-Abidjan est un axe très fort qui devrait être la force motrice de l'UEMOA. Parce que c'est un axe qu'il est déjà au plan financier et que nous devons le traduire au plan parlementaire pour donner une force à nos gouvernants, de telle sorte que dans une relation intelligente avec nos deux exécutifs,
que ce axe soit un axe qui accompagne l'exécutif à l'effet donc de répondre aux attentes de nos populations. Les deux présidents de chambres parlementaires ont convenu de formaliser leur volonté de coopération dans un mémorandum d'entente qui sera signé prochainement, bien avant l'ouverture solennelle de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, prévue pour avril 2023, cérémonie à laquelle Adama Bictogo a convié Amadou Mame Diop. Et deuxième titre de ce journal, après le réconfort moral, le soutien matériel du gouvernement aux populations de la commune de Port-Bouët qui ont connu des jours difficiles suite aux inondations causées par la dernière saison des pluies. 1252 familles ont reçu des dons en vivres, un accompagnement numéraire estimé à plus de 22 millions de francs CFA de la part du ministère de la Solidarité de la lutte contre la pauvreté. Davis Oyo, Jean-Marc Djedji. Les pluies diluviennes des mois de juillet et août dernier ont causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans plusieurs circonscriptions de la Côte d'Ivoire. Les inondations ont détruit des habitations dans les sous-quartiers de la commune de Port-Bouët et engendré 1252 sinistrés. Cet après-midi, les responsables du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté sont aux côtés des sinistrés avec des dons en vivres, non-vivres et des numéraires pour chaque ménage. Cette action du gouvernement est motivée par la vision du président de la République qui prône une Côte d'Ivoire solidaire où aucun sinistré, aucune personne vulnérable ne se sente laissée pour compte. Les populations de Port-Bouët ont été très éprouvées et il était important qu'elles sentent la présence du gouvernement à leur côté. Cette compassion du gouvernement sonne comme une bouffée d'oxygène pour ces populations des 13 sous-quartiers de la commune balnéaire. Les pluies nous ont vraiment maltraités. Tu te réveilles le matin, tu luttes ta porte avec ton fauteuil. Le fauteuil veut sortir en premier, tu veux sortir. D'autre part, le matelas flotte sur le lit. Nous sommes obligés de faire des pilotis dans notre maison parce qu'on porte même des bottes dans notre maison parce que les maisons étaient remplies d'eau. Cette action est vraiment un soulagement. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Je voudrais dire merci d'abord au président de la République d'avoir pensé à nous. Parce que quand tu pleures et que quelqu'un vient te essuyer les larmes, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il nous a donné. Même si c'est un verre d'eau, nous on lui dit merci. On est reconnaissant vis-à-vis de lui. Au total, ce sont des dons d'une valeur de 22 500 000 francs CFA remis par les émissaires du gouvernement aux populations sinistrées de Port-Bouët. Cette action du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement. Un nouveau système d'alerte précoce visant à réduire les risques de catastrophes et renforcer la résilience des populations face au choc climatique vient d'être lancé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce système, c'est le système de remontée des incidents environnementaux, en abrégé SRIE. On retrouve Jean-Marc Djedji pour les précisions. Tout citoyen lambda pourra désormais alerter les acteurs de l'environnement face aux sinistres. La Côte d'Ivoire a subi ces 3 dernières années une série de catastrophes naturelles. Inondations et glissements de terrain sont les plus récurrentes selon le rapport 2020 de la plateforme humanitaire Côte d'Ivoire. Le système de remontée des incidents environnementaux, SRIE, projet numérique, initié par le ministère de l'Environnement, s'annonce comme une réponse aux préoccupations des éventuels sinistrés. Un data center et la réalisation de logiciels sont entre autres les équipements du dispositif. Nous avons 3 canaux de diffusion de ces informations-là. On a d'abord un formulaire web qui est téléchargeable sur un lien web qui sera certainement communiqué. On a aussi le SMS qu'ils pourront utiliser pour pouvoir remonter ces incidents environnementaux. On a aussi un appel téléphonique via un numéro vert qu'ils pourront aussi utiliser. Plus de 500 millions de francs CFA sont prévus pour le financement de ce système d'alerte. Après études et phases pilotes, l'État de Côte d'Ivoire compte augmenter le taux de survie des populations face aux aléas climatiques. Le SAP se définit donc comme un ensemble de capacités nécessaires pour générer et diffuser des informations significatives d'alerte en temps opportun pour permettre à des individus, des communautés, à des organisations menacées par un aléa de se préparer et d'agir de façon appropriée. Le système de remontée des incidents environnementaux est en adéquation avec le 5e pilier du Programme national de développement 2021-2025. Il prend en charge la protection de l'environnement et le respect de la nature.
Dans le domaine de la santé, en vue d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique, une approche est envisagée. Elle consiste à mettre en commun des programmes, des politiques, des législations et des recherches reliant santé humaine, animale et environnementale. Cette approche dénommée « Une seule santé » sera célébrée demain 3 novembre à la faveur de la journée mondiale dédiée donc à cette approche. En prélude à l'événement, des représentants des pays membres de la commission de la CEDEAO se sont réunis à Abidjan dans le cadre d'un atelier. Sephora Zegui. La propagation large et rapide de la COVID-19 a révélé des inégalités sanitaires mondiales. Et si cette pandémie en est l'exemple le plus médiatisé, elle n'est pas la seule situation dans laquelle les personnes déjà vulnérables subissent le plus d'impact. Pour faire face aux problèmes de santé humains, animaux et environnementaux qui sévissent dans les États membres de la CEDEAO, les gouvernants adhèrent à l'approche « Une seule santé ». Et pour être plus efficace, il faut s'unir selon l'Organisation ouest-africaine de la santé. Avoir un manuel de gouvernance harmonisé, consensuel, précisant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes, tenant lieu de mécanismes régionaux de coordination multisectorielle, se présente à nous comme un outil utilitaire absolu. L'espace CEDEAO est de façon récurrente confronté aux menaces et aux conséquences socio-économiques des épidémies causées par des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. C'est ce qui emmène la CEDEAO à faire l'apologie de l'approche « Une seule santé » pour mieux contribuer au renforcement de la collaboration entre les secteurs intervenant dans la lutte contre les zoonoses et autres menaces pour appréhender les problématiques de santé liées aux animaux, à l'homme et à l'environnement. Notre sous-région, avec sa particularité d'avoir une urbanisation galopante, avec des zones urbaines densément peuplées, doit être prête à faire face à ces risques, car aucun de nos pays n'est à l'abri, quelle que soit sa taille et son niveau de développement économique. Prenant la parole lors de cette rencontre sous-régionale, Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, insiste sur la nécessité de la mise en place de ce mécanisme. Nous saluons donc à cet effet et exhortons tous les représentants des pays à s'approprier les différents outils de gouvernance du mécanisme régional de coordination pour une meilleure implémentation de l'approche « Une seule santé ». Ceci est un gage pour une préparation efficace à faire face aux menaces sanitaires, car les frontières, en réalité, n'existent plus lorsqu'un événement de santé publique, tel que la maladie à virus Ebola, la grippe aviaire ou la Covid ou la fièvre de Marburg surviennent. Pour rappel, c'est en prélude à la Journée mondiale de l'approche Une seule santé qui se tient le 3 novembre prochain que ces travaux de concertation sont initiés. Les documents issus de ces assises serviront à chaque État membre de la CEDEAO en matière de santé publique. Et on reste dans le domaine de la santé à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi, à 1er novembre 2022, 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 394 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 7 guéris et 0 décès. À la date du 1er novembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 781 cas confirmés, dont 86 940 personnes guéries, 827 décès et 14 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 643 361. Le 31 octobre 2022, 7 836 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 686 836 doses du 1er mars 2021 au 31 octobre 2022. Des personnes de bonne volonté et en bonne santé, oui, il est important de le préciser, ont répondu samedi dernier à l'appel de la Croix-Rouge. Elles sont allées donner de leur sang pour aider à sauver des vies. Par cette initiative, la Croix-Rouge veut aider le Centre national de transfusion sanguine à atteindre les 260 000 poches de sang pour l'année 2022. Khalil Diomandé, Sephora Zegui. C'est le président national de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire qui ouvre cette opération de collecte de sang. Exemple imité par plusieurs autres donneurs de sang qui veulent par ce geste contribuer à réduire le taux de mortalité lié au déficit de poches de sang. Il est important pour moi de donner mon sang parce que c'est un geste humanitaire, c'est pour contribuer à sauver des vies. Et c'est la deuxième fois que je le fais et ça ne sera pas la dernière fois non plus. J'appelle tout le monde à donner le sang
parce que c'est aider l'humanité. En initiant cette opération de don de sang, la Croix-Rouge entend aider le Centre national de transfusion sanguine à combler les besoins exprimés pour l'année 2022. Ces besoins sont estimés à 260 000 poches de sang. Nous sommes conscients de ce que le CNTS a des besoins assez importants. Donc nous pensons qu'en multipliant de telles activités, cela nous permettrait justement d'aller véritablement de l'avant, aider l'État à atteindre ses objectifs en nombre de poches de sang. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est vraiment un partenaire fidèle du Centre national de transfusion sanguine. Tous les 3 mois, ils organisent ce taxe salvateur qui permet de sauver des vies. Et c'est plus de 100 personnes, voire 200 personnes qui viennent faire ce don de sang. Nous disons merci vraiment à la Croix-Rouge. De janvier à août 2022, un peu plus de 170 000 poches de sang ont été collectées. Les statistiques pourraient grimper d'ici à décembre si les populations s'impliquent véritablement. Précisons que pour donner de son sang, il faut avoir un âge compris entre 18 et 60 ans, peser au moins 50 kg et être en bonne santé. Regardons à présent du côté de la justice militaire. La famille des avocats militaires s'élargit. 5 nouveaux avocats militaires ont prêté serment au tribunal militaire d'Abidjan en présence du commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi. Le procureur militaire les a invités à être des modèles et à se soumettre au respect des obligations du code de procédure militaire en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djedji. C'est entouré d'amis et de parents que les 5 nouveaux avocats militaires prêtent serment devant le commissaire du gouvernement. Ces défenseurs militaires sont habilités à plaider devant les juridictions de droit commun. Ils sont tenus sous les peines prévues par la loi de garder le secret des renseignements d'ordre confidentiels. Selon l'article 29, alinéa 4 du Code de procédure militaire, l'avocat militaire a les mêmes obligations et jouit des mêmes prérogatives que les autres avocats. Comme vous le savez, ils vont prêter serment et le serment a une signification, il a un sens, puisque le serment contient les obligations et les valeurs qui s'imposent à ces défenseurs militaires. Le procureur militaire, le contre-amiral Ange Kessi Kwame, a exhorté les nouveaux défenseurs militaires à être intègres. Vous n'êtes pas avocat pour rien. Si vous êtes avocat, c'est pour défendre vos camarades. Dans les faits, et souvent aidé par les avocats du barreau dans le droit, au niveau de la procédure. Et faites-le en application et en conformité du serment que vous avez eu. Dans l'exécution de votre fonction d'avocat militaire, vous n'avez d'autorité que la loi. Un procès verbal sera dressé à l'issue de cette prestation de serment. Le tribunal militaire d'Abidjan enregistre à ce jour une 50aine d'avocats militaires. Dans le domaine de l'éducation, les cadres des sous-préfectures de Saïwa et Naïo suscitent l'excellence. Le mouvement Générosité, Tolérance, Patience, à travers un prix de l'excellence initié, veut inculquer le goût du travail bien fait aux apprenants. Pour la 2e édition, les meilleurs écoliers, élèves des établissements du canton Yokolo ont vu leurs efforts reconnus et récompensés. Soro Corona. Promotion de l'excellence dans les sous-préfectures de Saïwa et Nayo. Les meilleurs écoliers, élèves et établissements de ces 2 localités ont vu leurs efforts et abnégations reconnus et récompensés par le mouvement Générosité, Tolérance, Patience, mouvement regroupant les cadres du canton Yokolo. Une initiative pour susciter chez les apprenants l'excellence à travers un modèle ayant eu un parcours scolaire exceptionnel. Aujourd'hui, un de nos problèmes, c'est que les enfants n'ont pas de repères, n'ont pas de modèle. Donc nous voulons profiter de ces occasions-là pour montrer aux enfants qu'on peut quitter le village pour être parmi les grands. Et que l'école, c'est le seul moyen de faire l'équité. Pour la 2e édition du prix d'excellence, 15 élèves et 2 établissements sont primés. Des prix composés de kits scolaires, de tablettes éducatives et d'ordinateurs. La réception de ces présents en ce jour nous honore au plus haut point. Nous prenons donc ici et maintenant l'engagement de perpétuer le goût du travail bien fait et l'excellence que vous incarnez. Les cadres et anciens élèves de Saïwa exhortent les apprenants à faire de leurs études une priorité. Le niveau des élèves a baissé. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaie de redécoller en stimulant en tout cas la culture, en tout cas l'amour, en tout cas des études à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Nous avons été des fils qui sont sortis des entrailles, des difficultés. Nous nous sommes battus pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et les jeunes que nous avons eu à primer aujourd'hui sont également à encourager et à féliciter. Parrain de cette journée de l'excellence, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi.
Son représentant salue cette action d'Ibrahim Loko. Pour amener les élèves à s'intéresser aux mathématiques, le président du mouvement Générosité, Tolérance, Patience instaure un prix de la meilleure moyenne dans la discipline, prix doté d'une enveloppe de plus de 500 000 francs CFA. Voilà, les élèves du canton Yokolo sensibilisés au travail bien fait. Regardons à présent un autre type de sensibilisation. Les opérateurs du transport informent et sensibilisent sur le péage et la lutte contre le surpoids à travers une caravane, cela afin de préserver le réseau routier. L'initiative de cette caravane est du Haut Conseil du patronat des entreprises des transports de Côte d'Ivoire. Kwadio Kwame. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, accueille la deuxième étape de la caravane de sensibilisation et d'information des opérateurs du secteur du transport terrestre. Une campagne à l'actif du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport terrestre en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil se félicite d'un réseau routier exemplaire et performant. Un réseau qui permet de mener l'activité de transport dans la quiétude et la sérénité. On possède un réseau routier moderne avec plus de 7000 km de routes bitumineuses. Que ce soit au niveau du paysage de nos camions, au niveau du péage des routes, nous disons que ce sont des options qui ont été donc adoptées par toutes les grandes économies du monde dans le cadre de la préservation donc de la qualité de ces routes-là en Côte d'Ivoire. Et pour cela, la contribution de tous et de toutes est demandée. Les acteurs du secteur du transport n'en demandent pas mieux. Aujourd'hui, nos voitures sont en bonne santé. On va partout où on veut. Le gouvernement est à la tâche pour une Côte d'Ivoire de progrès. Les transporteurs sont donc appelés à contribuer à la préservation du réseau routier ivoirien. C'est grâce à la route que les biens et les personnes circulent. Dire merci au président de la République, M. Alassane Ouattara, pour toutes les actions réalisées au niveau des infrastructures routières qui ont considérablement amélioré le réseau routier du pays et redynamisé le secteur des transports. Désormais, la garantie des vieux jours des opérateurs du transport est assurée par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Aujourd'hui, un transporteur peut cotiser à la CNPS et bénéficier de l'action sociale au niveau de l'accident. Il peut aussi cotiser pour aussi lui permettre d'avoir une retraite. Prochaine étape de la caravane de sensibilisation et d'information du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire, Kogogo. Et toute autre chose à présent, le ministère du Tourisme et l'entreprise américaine Seabastion ont signé un accord de partenariat. Il s'agira pour l'entreprise américaine d'accompagner le ministère du Tourisme dans le cadre de la digitalisation du secteur touristique. L'accord conclu donne lieu à l'élaboration de la plateforme ivoirienne de e-tourisme. Patricia Omouetia. La firme américaine s'engage à assurer la création et la mise en service de la plateforme ainsi que la formation de personnel dédié à la maintenance au sein du ministère du Tourisme. Cette signature intervient dans le cadre d'efforts de coopération commerciale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis en vue de promouvoir la transformation digitale. Le ministre Siandou Fofana a précisé qu'à travers ce partenariat, le temps est venu d'innover par des idées créatives de découverte et de voyage face aux mesures restrictives qui ont impacté le secteur. Nous allons développer une plateforme qui pourra aider les pays africains à travers également son rôle comme président de tourisme pour le continent africain, mais également parce que cette plateforme se développe avec presque pas de participation, d'injection de capitaux de l'État ivoirien, qui est important de rappeler. Et également qui, à la demande de Monsieur le ministre, développe les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. En termes d'investissement, nous parlons de 7 à 8 milliards. On sent véritablement une volonté affichée du gouvernement américain de par ces entreprises d'avoir adressé les préoccupations de l'Afrique en volant au secours de nos États. Et donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et Seabastion étant une société avant-gardiste du point de vue de leurs compétences et de leur expertise, d'avoir à nous accompagner. La stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire, en guise de rappel, ambitionne de positionner à l'échéance 2025 la destination ivoirienne dans le top 5 africain avec 5 millions de touristes. L'objectif est de s'ériger en hub du divertissement régional et contribuer à 10% du produit intérieur brut afin de générer plus de 700 000 emplois directs et indirects.
Et puis hier, 1er novembre, les fidèles chrétiens des églises catholiques et Christ Mission Harris de Côte d'Ivoire ont célébré la Toussaint à travers messe de recueillement pour la communauté catholique et pèlerinage pour l'église du Christ Mission Harris à Bregbo, village de la commune de Bingerville. Des prières pour les saints ont été formulées à l'occasion. Frédéric Oulaï et Eugène Etoubé nous en parlent. Lundi 31 octobre 2022, à Djamé, cimetière de Williamsville, on s'active déjà pour la fête de la Toussaint et la commémoration des défunts. Cette année, des couronnes sont mises en vente par les services des pompes funèbres. Dame Brou se recueille et dépose des gerbes de fleurs sur le tombeau de ses défunts parents adoptifs. Comme demain c'est la fête de Toussaint, et je n'aurai pas le temps de passer ici pour me recueillir un peu sur la tombe de mes parents. Et c'est pourquoi j'ai préféré ce jour ouvrable venir déposer des gemmes de fleurs pour me recueillir un peu sur leur tombe. Pendant la Toussaint, c'est normal qu'on vienne commémorer nos morts, voir comment ça se passe, si la tombe est propre. Et demain, après la messe, on sera là pour déposer des gemmes de fleurs. La fête de la Toussaint, journée consacrée à tous les saints martyrs, prêtres, apôtres, mais aussi aux personnes qui reposent désormais dans la félicité céleste. Au cours de cette journée, des hommages sont rendus à des proches ou parents arrachés à l'affection des siens. Le père Pascal Seka explique le distinguo à faire entre la fête des saints célébrée le 1er novembre et la commémoration des défunts le 2 novembre. Il y a un peu de confusion à cause des déplacements des foules dans l'après-midi du 1er novembre de la Toussaint. Sinon, la commémoration des défunts se fait le 2 novembre, au lendemain de la Toussaint. Ces deux fêtes à ne pas confondre. La Toussaint, c'est la fête de la vie, de la félicité éternelle, et le 2 novembre, c'est la commémoration des défunts. Le 1er novembre étant donc jour férié, la fête de la Toussaint et des morts sont jumelées, comme c'est le cas ici à la paroisse Saint-Pierre de Cocody-Blocos, où une messe est dite en l'honneur des saints. Rendez-vous est pris ensuite au cimetière pour un moment de prière pour le repos des disparus. Ça, c'est la tombe de mon père. Je suis venu déposer un bouquet de fleurs. Ça me permet de me souvenir de lui. C'est ma fille. Elle est décédée, ça fait presque 12 ans, 13 ans comme ça. Moi, je travaille le 2. Et puis, je ne vais pas voir le temps le 2. Donc, nous venons le 1er avec tout le monde. Les chrétiens catholiques de Blocos, à l'instar des autres communautés d'Abidjan et du reste du pays, retournent chez eux avec une fierté, celle d'avoir obéi à un principe divin et de s'être souvenu d'un amour perdu à jamais. Et vous l'avez reconnu à la voix, ce reportage est de Serge Pacom Didier. Il a été commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Chaque 1er novembre, les femmes de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale célèbrent la journée internationale de la femme baptiste. Pour cette 47e édition, les festivités se sont déroulées dans la commune de Yopougon autour du thème suivant, la femme baptiste entreprenante au service de Dieu. Le ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie, était aux côtés des femmes baptistes afin de les soutenir dans leur dynamique d'entrepreneuriat. Il les a aussi invités à prier pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Elles sont venues par centaines célébrer la 47e journée internationale de la femme baptiste dans la commune de Yopougon. Un rendez-vous instauré depuis 1975 dans le but de promouvoir la jeune féminine au sein de la communauté chrétienne baptiste. Promouvoir la femme, une action pleine de sens qui suscite la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Ce rassemblement est placé sous le sceau de l'entrepreneuriat avec pour thème la femme baptiste entreprenante au service de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, quand on vient à l'église, on dit tout, on prie seulement, mais tu pries, tu manges quoi? Ce n'est pas les feuilles de la Bible que tu vas arracher pour manger. Nous disons que l'heure est arrivée où la femme baptiste doit se lever. Le thème a été choisi cette année pour booster les femmes à entreprendre. Seul l'entrepreneuriat peut conduire à une autonomisation. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc il faut encourager nos mamans, nos sœurs à l'entrepreneuriat. Le ministre est un homme qui lutte pour la cause des femmes. Et pour témoigner son engagement en faveur des femmes, le ministre Adama Diawara met à leur disposition 4 millions de francs CFA. Un soutien financier
pour booster leurs activités génératrices de revenus. En tant que cadre de la grande commune de Yopougon, j'ai jugé utile de venir soutenir cette association qui aide les femmes de Yopougon, notamment les veuves, à mener des activités génératrices de revenus. Ces femmes-là méritent d'être encouragées. J'en ai profité évidemment pour demander à mes sœurs baptistes de continuer à prier pour les dirigeants de ce pays, avec à leur tête le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. La célébration de la 47e édition de la Journée internationale de la femme baptiste a été l'occasion pour ces femmes de mettre en lumière leur plan d'action trinal 2023-2025. Ce plan d'action prévoit la construction d'un marché de gros de vivriers en vue d'autonomiser plus de 100 femmes. Dans l'actualité internationale au Brésil, le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, s'est exprimé hier mardi pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite face à Lula au second tour de la présidentielle dimanche dernier. Il s'est engagé à respecter la Constitution en tant que président du Brésil, mais sans reconnaître la victoire de son rival. Il a appelé ses soutiens à manifester, mais pas en bloquant la route du pays comme ces derniers jours. Pas un mot sur sa défaite, son successeur, ni sur la transition. Après avoir perdu dimanche dernier d'extrême justesse face à Lula, 49,1% contre 50,9%, le chef de l'État en exercice, jusqu'à la passation de pouvoir qui est prévue pour le 1er janvier, s'était isolé dans sa résidence officielle d'Alvorada à Brasilia. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.